culturel, bonjour. Invité de Cultura aujourd'hui, Henri Lopez. Henri Lopez qui venait de publier Une enfant de Poto-Poto aux éditions Continent Noir, Gallimard. Enfant de Poto-Poto qui a été plus d'une fois présenté et je m'en souviendrai beaucoup longtemps de cette rencontre déjà à la dernière édition donc du Bassin du Congo, le stand de Bassin du Congo avec le salon du livre, un ouvrage qui a été beaucoup présenté et qui a fait parler de lui. Aujourd'hui donc Henri Lopez va répondre aux préoccupations de Cultura, une enfant de Poto-Poto. Bonjour Henri Lopez. Bonjour. Vous êtes Henri Lopez, vous avez publié déjà, il faut dire qu'avec Une enfant de Poto-Poto, vous signez là votre 8e roman. Et il faut dire qu'il y a de cela quelques années, en 1993, vous recevez le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française. Et aujourd'hui, Henri Lopez, avec vous, nous allons nous entretenir autour de votre aventure littéraire, qu'il faut dire, qui célèbre l'Afrique, tout le métissage et toute la culture, et voilà tout ce qui gravite autour, Henri Lopez. Et juste pour rappeler à nos amis culturels que vous êtes auteur de Tribalique, un recueil de nouvelles paru en 1972 aux éditions Clés, et avec Tribalique, vous êtes récipiendaire du Grand Prix de la littérature d'Afrique noire. La nouvelle romance, c'était en 1976, un roman, paru toujours aux éditions Clés, Yaoundé. Sans Tam Tam, votre 3e donc, ouvrage, un 2e roman, en 1977. Et aux éditions Présence africaine, vous avez signé Le Pleureux et Rire, qui était un roman, paru en 1982. Avec les éditions Le Seuil, vous avez signé Le Chercheur d'Afrique en 1990, Grand Prix Jules Verne, Sur l'autre rive, roman 1992, Le Lys et le Flamboyant, roman paru en 1997, Dossier classé, roman paru en 2002, et avec Gallimard, Continent Noir, il faut dire que c'est votre premier ouvrage, donc le premier roman. Disons, le premier roman, c'est Ma grand-mère Bantou et mes ancêtres les Gaulois. Simple discours, c'est en 2003. Et aujourd'hui, Une enfant de Poto-Poto, c'est votre 2e roman que vous signez chez Gallimard. Alors, Henri Lopez, tout de suite, pour commencer, voilà, Une enfant de Poto-Poto. Plus d'une fois, vous êtes expliqué à propos. Et l'on sait qu'avec Henri Lopez, c'est tout de suite la présence de la femme. Tribalique, quelques nouvelles nous ramènent dans le combat de la femme, pour ne pas dire le plaidoyer de la femme. Sans Tam Tam, la nouvelle romance, encore, un grand plaidoyer, n'est-ce pas, du combat de la femme, la présence de la femme. Et aujourd'hui, Une enfant de Poto-Poto. Pourquoi cette, que dirais-je, prédominance, ou peut-être cette forte présence de la femme dans cette aventure littéraire chez Henri Lopez? Je laisse les autres expliquer. Moi, c'est suivant l'inspiration et la logique interne du récit ou de l'ouvrage que je suis emmené à choisir tel ou tel narrateur. Mais il est certain que j'ai souvent mis l'accent sur la femme parce que c'est un personnage qui, dans nos sociétés, n'occupait pas le rôle qui lui convenait. Alors que la femme reste toujours dans l'ombre, alors qu'elle est un élément clé de notre société. Dans le stade premier de notre production, c'est-à-dire la production agricole, sans la femme, nous ne mangerions pas. Le manioc n'est pas cultivé par les hommes chez nous, mais par la femme. Et ensuite, lorsque nous regardons notre vie sociale, l'éducation par exemple, l'éducation
nous avons un taux de scolarisation qui est de 100%. Beaucoup de pays africains non seulement n'arrivent pas à ce taux, mais en général ont un déséquilibre entre l'inscription des garçons et des filles. Donc, les femmes n'ont rien à nous envier. En revanche, si vous regardez leur présence dans les institutions, elles sont loin de faire 50%. Et puis, il y a d'autres domaines de la vie privée, par exemple. La femme dans le couple est souvent en arrière. Lorsqu'il y a des problèmes de succession, celle qui paye le tribut le plus lourd, c'est toujours la femme. Donc, j'ai voulu mettre en valeur un peu ces femmes que nous respectons en disant maman, en les appelant maman, mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et ici, mon personnage est une femme, une intellectuelle, qui réfléchit sur beaucoup de choses. Et s'il y a d'autres motivations, c'est aux critiques et aux psychiatres et aux psychanalystes de les trouver. Voilà. Henri Lopez, au cours d'une émission réalisée à Brazzaville, au Dépêche de Brazzaville, rencontre avec, vous mentionnez le fait que vous ayez grandi dans un environnement totalement peuplé par des femmes. Et vous citiez votre mère, votre tante et une troisième. Est-ce dans cette suite, n'est-ce pas, de vouloir toujours, c'est toujours dans cette démarche où vous voulez toujours vous repartir dans ce passé, également dans ce parcours qui a été totalement peuplé par des femmes, que également cela vous poursuit avec une enfant de Poto-Poto, Henri? C'est vrai que j'ai été élevé dans un environnement essentiellement féminin. Par la suite, on pourrait ajouter aussi, parmi mes enfants, sur 4, 3 sont des filles. Mais quand on écrit, on ne procède pas ainsi. On ne fait pas une démarche pour dire il faut mettre tel personnage. C'est beaucoup plus spontané. C'est peut-être une spontanéité après la réflexion, une spontanéité poussée par l'inconscient, mais ce n'est pas par souci de marketing. Alors, Henri Lopez, tout au début de cette rencontre, je disais que vous célébrez la femme, vous célébrez la culture africaine, le métissage, voulais-je rappeler. Mais on sait que déjà avec une enfant de Poto-Poto, vous nous ramenez dans ce quartier, dans cette commune de Poto-Poto, dans le quartier de Poto-Poto, où vous avez des grands souvenirs que vous partagez avec le lecteur. Alors, qu'est-ce qui a motivé Henri Lopez de nous ramener dans ces méandres de ces vieux souvenirs qui célèbrent la femme congolaise, qui célèbrent Poto-Poto, qui aujourd'hui, il faut dire, qui est une commune mythique? Poto-Poto est un peu le berceau de la vie culturelle et artistique du Congo. C'est là qu'est née la rumba congolaise. Poto-Poto, c'est un foyer multiculturel. Vous y trouvez non pas des gens appartenant à une seule tribu, mais à toutes les tribus du Congo. C'est là que vous trouvez aussi les Africains qui sont venus d'ailleurs et ont pris racine au Congo. C'est à Poto-Poto, alors que notre société est essentiellement d'une part animiste et d'autre part chrétienne, faisant une synthèse des deux, eh bien c'est là qu'on trouve aussi la première mosquée. Et tous les grands mouvements artistiques, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, ont commencé à Poto-Poto. Donc Poto-Poto, c'est plus qu'un territoire géographique, c'est un espace culturel.
Et c'est une manière pour moi de rendre hommage à cet espace-là et d'avoir fait fleurir le personnage central de mon ouvrage. Bien que j'ai fait remarquer au cours d'interviews précédentes que j'aurais dû appeler mon ouvrage « Trois enfants de Poto Poto », parce qu'ils sont trois qui ont un rôle principal. Il y a Kimia, la narratrice, mais il y a aussi Pélagie, qui elle est une enfant de Bakongo, mais Kimia lui dit « mais c'est une enfant de Poto Poto par sa culture ». Et puis, il y a Franceschini, qui a toutes les apparences d'un blanc, qui en fait est un carteron, qui a les yeux bleus et les cheveux blonds. On s'étonne souvent que j'ai eu l'audace de mettre un enfant de Poto Poto qui a cet aspect, mais c'est que on observe mal ce qui se passe autour de moi. Je cite par exemple l'exemple du petit-fils de notre défunt président Ngouabi. L'un des fils de Ngouabi, petit-fils pardon de Ngouabi, a les yeux bleus, a les cheveux blonds. Vous pouvez le rencontrer, sinon à Poto Poto, du moins à Pointe-Noire. Et c'est donc toujours dans cette suite de métissage que vous mettrez Poto Poto au centre déjà de votre roman, Henri Lopez. Oui, parce que Poto Poto est une capitale métisse. Pour moi, le métis, c'est pas simplement celui qui a la peau cap-féolée comme moi. C'est quelqu'un, quelle que soit la couleur de sa peau, qui a une culture qui baigne dans la diversité, qui plonge ses racines en plusieurs endroits. Elle prend ses racines en Afrique, elle prend ses racines en Europe, elle prend ses racines en Amérique latine, avec la rumba, où il y a des rythmes qui nous sont revenus d'Amérique, qui venaient peut-être au départ d'Afrique. Bref, Poto Poto est un lieu cosmopolite, un lieu métis, et les personnages le sont. Les personnages sont, et voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on rencontre dans ce roman, Une enfant de Poto Poto. Alors, Henri Lopez, vous démarrez ce roman, n'est-ce pas, par, disons, un fait prétexte qui est celui de la célébration de l'indépendance du Congo, indépendance tchatcha. Qu'est-ce qui motive ce souci? C'est pour montrer que ce sont des enfants, non pas qui sont nés le jour de l'indépendance, mais qui arrivent à maturité, à l'adolescence, au moment où on fait ses choix, le jour de l'indépendance. Et ils sont différents de la génération comme la mienne, qui, elle, a connu l'époque coloniale, a vécu dessous, pour elle, l'avenir s'est brusquement présenté de manière différente. Et donc j'ai pris ça comme un point de repère arbitraire, mais qui m'intéressait, et d'autant plus que les personnages n'ont pas le sentiment de vivre un moment historique. Pour eux, c'est un jour de fête. Et souvent, il en est ainsi. Les véritables moments historiques, les véritables événements historiques, on n'en a pas conscience. Parce qu'un événement, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit et qui ne se reproduira plus. Bien sûr, dans le jargon politique, on a l'habitude d'accoler ce terme événement historique à n'importe quoi, à n'importe quel congrès, tous sont historiques, alors qu'aucun l'événement historique, bien souvent, il n'est pas connu, il est dans l'ombre, et c'est après qu'on se rend compte que voilà ce qui était l'événement historique. Et tout à l'heure, vous avez mentionné la présence de 3 personnages féminins, tout au début, n'est-ce pas, donc, qui traversent tout le roman. Non, 2 personnages féminins et un homme. Voilà, donc, Kimia, il y a Pélagie et Franceschini, qui est donc un rugbyman qui déjà présente tout ce qu'on aimerait bien, en fait, tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les films, qui font rêver les filles et tout. Mais je voulais aussi mentionner la présence déjà donc de Franceschini que vous mentionnez, qui est un rugbyman, qui déjà présente le rêve, n'est-ce pas,
de la France, de ceux qui veulent aller en France, parce que il n'est pas quand même comme tous les autres, comme physiquement vous le décrivez, avec c'est quelqu'un qui est très bien bâti et déjà physiquement donc il présente un rêve on pourrait dire pour les filles, mais également tout au début on a la présence déjà d'un sapeur, on a la présence des deux hommes que vous mentionnez qui sont des évolués, n'est-ce pas? Est-ce que là une façon déjà de dire, de présenter à votre lecteur l'existence il y a dans cette société qui vient de rompre avec la métropole, qui rentre dans une période d'indépendance, déjà l'existence de tous ces gens, parce que la SAP, on sait, c'est Bakongo, c'est Poto-Poto, et c'est tous ces moments, n'est-ce pas, dans cette ambiance, Poto-Poto c'est aussi l'ambiance, c'est tout ça, c'est déjà la présence des... Est-ce qu'il y a quelque chose que déjà l'auteur que vous êtes, Henri Lopez, veut déjà nous montrer à nos lecteurs quand on a déjà ces personnages? Les sapeurs ne sont pas au centre du livre, ils sont là, une partie du décor simplement. Franceschini, le personnage, ne l'oublions pas, c'est un professeur. Et lui, il n'a justement pas la fascination de l'Europe. Il il essaye de faire réfléchir ses étudiants et ses disciples, si je peux dire, sur l'importance de se regarder, de mettre en valeur ce qui est africain. Et c'est ça le message qu'il donne dans ses cours et qu'il donne dans la vie. Maintenant, qu'est-ce que je cherche à faire? À raconter une histoire. Un roman, c'est une histoire. Un roman est réussi lorsque l'histoire prend le lecteur, non pas qu'il le fasse faire des dissertations dessus. Il faut que le romancier réussisse à créer une magie où le lecteur se demande si c'est la réalité, si cela a existé, si c'est de l'histoire ou bien si c'est de l'imaginaire. Et il joue sur cette confusion. Et l'important, c'est que dans dans l'âme de celui ou de l'esprit de celui qui va le lire, il accompagne, il retourne quelquefois à ces personnages de romans qui n'ont pas existé, qui étaient virtuels, mais qui sont plus forts que les personnages qu'il a rencontrés dans sa vie. Vous savez, une fois j'étais à Bruxelles, et dans un endroit, je connais mal Bruxelles, donc je ne peux pas vous situer l'endroit exactement, mais il y a la statue, la sculpture d'un personnage sur un cheval et à côté un autre. Et ce personnage sur le cheval, c'est Don Quichotte. Et l'autre, Sancho Panza. Et Don Quichotte et Sancho Panza n'ont jamais existé. Mais ils ont existé, ils existent pour nous. Parce que Cervantes, qui les a créés, leur a donné une telle force, une telle puissance, si bien qu'ils sont devenus des amis, des symboles. Et il n'y avait pas le buste de Cervantes. Ces personnages sont beaucoup plus importants. Et ça, c'est le rêve de l'historien, de créer des personnages qui font que un jour, ceux qui m'ont lu disent, voyant un tel, ah, on dirait Kimia, on dirait Pélagie, etc. Et non pas quelqu'un d'autre qu'ils ont connu. C'est ça la magie du roman, lorsque la mayonnaise est bien faite et qu'elle prend. À la page 18, vous écrivez ceci, je vous cite, « Un morceau qui me faisait tanguer des épaules, pas pour sacrifier à la mode, mais parce que, en matière de rumba, Soki Olingi Ambiance est l'un des airs les plus aboutis dans l'histoire de notre création musicale. Une réussite tant du parolier que du compositeur. Aujourd'hui encore, quand je la fredonne, à la Nouvelle-Orléans, s'allument sous mes paupières les ampoules des bars de Poto-Poto, de Bakongo, du Kin des années 50, l'époque où vivaient encore tous ceux que j'aimais. » Je m'arrêterai là, Henri Lopez. Et quand on a lu cet extrait, on est en face
de la célébration de la chanson congolaise qui traverse aussi votre aventure littéraire, votre œuvre en fait. Et ici, il faut dire que la rumba, la chanson congolaise, prend une grande place. Est-ce une obsession chez l'auteur que vous êtes, chez l'artiste que vous êtes, ou simplement parce que c'est vraiment quelque chose, une enfance, comme vous dites, une enfant de Poto-Poto et une enfance aussi de l'auteur. Un des autres personnages importants à côté des trois que j'ai cités, c'est bien sûr la rumba. Ce livre est un hommage à la rumba parce que c'est l'élément culturel qui est le plus congolais et qui a même dépassé les frontières du Congo, qui est devenu africain. Lorsque vous dites à quelqu'un « je suis congolais », dans un milieu africain par exemple, aussitôt les gens font référence à la rumba. Eh bien, c'est donc cette rumba effectivement parcourt tout le livre. Pourquoi cette grande place de la chanson congolaise africaine, de la chanson dans votre œuvre? Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est que on peut décrire chaque Congolais particulier. Aucun ne ressemble à l'autre, chacun a sa personnalité. Mais il y a des points communs. Et parmi l'un des points communs les plus indubitables, eh bien, c'est la musique, la danse, et parmi celle-ci, la rumba. Aujourd'hui, les jeunes ne dansent plus la rumba, mais ils la connaissent. Ils dansent d'autres formes, le dongolo, tout ce que vous voudrez, mais tout cela peut se résumer, tout ça, ce sont les enfants de la rumba. Alors, Henri Lopez, je vais vous inviter à cet exercice donc de lecture. Vous allez prendre un extrait au hasard de votre roman, Une enfant de Poto-Poto, et que vous aurez donc à lire et à justifier, sinon à commenter par la suite. Je me contenterai de lire et je ne commenterai pas. Je laisse le lecteur lui-même se faire une idée de cela. 138-139. Les années avaient passé. Qu'étaient devenus mes condisciples? Comment avaient-ils évolué en Russie, en Allemagne, à Cuba, en Chine? Et je chantonnais un calembour de Franceschini, mais où sont les nègres d'antan? Il m'est arrivé d'avoir des nouvelles de certains d'entre eux, d'en rencontrer dans les circonstances les plus inattendues. Curieux destin. Aucun de nous n'avait eu de parents officiers, hommes d'affaires, polytechniciens, ingénieurs, professeurs, médecins ou magistrats. Nous sommes partis du plus bas de l'échelle sociale, sans aucun héritage, plus démunis et fragiles qu'un lionceau, un chaton, un oisillon, qui viennent au monde armés de griffes et de crocs, protégés par leur pelage et leurs plumes. Nous avions été plus des éléments du paysage que des membres de l'humanité. L'héritage social des plus nantis consistait en un père suppléant d'instituteurs, nos fameux moniteurs, aides-infirmiers, magasiniers, chauffeurs, boy-chauffeurs, plantants ou cuisiniers de gouverneurs. Il aura suffi d'une génération pour que nous nous hissions à la hauteur des jeunes Européens ou Américains. Non, aucun devin, aucun programme d'ordinateur n'aurait su prévoir que les négrillons enfantés par des analphabètes sur la natte dans des ajoupas manieraient un jour sans anicroche les langues de Shakespeare, de Goethe et de Pouchkine, jongleraient avec les algorithmes, traduiraient Eschyle et Suétone, piloteraient des avions à réaction, construiraient des routes, des immeubles, des ponts,
dirigerait des équipes dans des salles d'opération. Merci. Donc c'est la page 138 et 139 et vous ne voulez livrer aucun commentaire, Henri Lopez. Je vais choisir un autre passage. Au premier rang, face à l'orateur, aligné à côté du cercueil, recouvert d'une peau de léopard, les enfants des différents lits. Le médecin de famille, le professeur, Claudie Lombard et moi. J'ai songé aux images de la famille Mitterrand, rendant un dernier hommage à l'ancien président à Jarnac. Là-bas, c'était nouveau. Ici, cela coulait de source. À la fin, Banga a lu un poème du poète sénégalais Birogo Diop qui affirme que les morts ne sont pas morts. Quand Franceschini, au lycée Savorgnan de Brazza, nous l'avait fait découvrir, il avait lu les premières phrases en chuchotant, puis progressivement avait enflé sa voix. Dès le deuxième vers, le poème a été repris en chœur comme une prière connue. Les voix de ses anciens étudiants, mais aussi celles des nouvelles promotions qui n'avaient de lui qu'une connaissance par ouï dire. Il ne faut pas mésestimer la force du bouche à oreille. Alors quel commentaire? Je n'ai aucun commentaire à faire. L'exercice préféré de l'écrivain, c'est évidemment de lire et de ne pas faire de dissertation et de donner envie aux lecteurs d'aller eux-mêmes à la source et de se faire son idée. Les professeurs de français me feront peut-être l'honneur de faire des commentaires, ou vous, journalistes, mais ce n'est pas à moi d'en faire. Merci Henri Lopez. Alors, j'aimerais mentionner dans ce roman, tout comme on sait également dans les autres, que ce soit Pleurer et rire, dans Tribalique, toujours ce jeu auquel vous vous livrez, n'est-ce pas, où on retrouve toute l'oralité, c'est-à-dire que vous avez des personnages qui vous donnent des sons qu'on a dans notre société, vous avez le co, vous avez le et, enfin, ce co qui revient beaucoup chez des personnages comme Kimia. Comment Henri Lopez s'emploie-t-il à nous ramener vraiment dans ce jeu où le lecteur se retrouve très bien dans sa société, dans le parler de tous les jours? Ben écoutez, pour faire court, on va dire que c'est un roman écrit en langue avec des mots français. Si vous voulez un développement à ce sujet, je vous conseille de vous reporter à un ouvrage du professeur Nzete qui a fait une étude, à mon avis, absolument remarquable et que moi j'aime beaucoup, sur les langues africaines dans mes romans. Alors, Henri Lopez est toujours aujourd'hui dans ce combat où j'ai dit tout à l'heure que c'était la célébration du métissage culturel, de la culture africaine. Quel regard vous avez aujourd'hui? Il faut dire que ce combat a commencé, ou ce plaidoyer, vous le faites depuis des années. Et aujourd'hui, quel regard vous avez à l'endroit de ce métissage culturel et la place qu'il occupe dans la sphère qui est celle de la francophonie aujourd'hui? Écoutez, Senghor avait annoncé l'avènement du métissage. Je crois que c'est un autre aspect, c'est un autre nom de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. C'est-à-dire que tout est imbriqué, que chacun va chercher sa nourriture spirituelle, esthétique, partout
par la télévision. Un enfant de poto-poto qui n'a jamais pris l'avion sait comment la vie se passe en Chine, en Inde, aux États-Unis. Et il y prend une manière de s'habiller, une manière de chanter, une manière de se conduire, de se comporter. Et c'est tout ça, justement, qui fait le métissage. Alors, il y a toujours un substrat qui reste, qui fait, qui est notre identité originelle. Dans un texte que j'ai intitulé « Mes trois identités », j'ai fait une petite analyse de la chose en disant que nous avions tous trois identités. Une identité originelle qui nous ramène à nos ancêtres, à nos parents, à nos coutumes. Et puis, s'y ajoute une identité internationale qui fait qu'on se comprend tout de suite avec des gens qui sont d'un autre pays, des gens individuellement, ce qui emmène quelquefois à des mariages. Et puis, la troisième identité, c'est son identité personnelle qui est quelque chose d'indescriptible. Voilà, et c'est ça aussi le métissage. Lorsqu'on parcourt vos romans, on a une écriture on a en face une écriture qui est généralement tendre. Et particulièrement lorsqu'on lit Pleurer et rire, on retrouve une violence d'écriture dans l'écriture, une espèce de pression qu'il y a même dans le jeu. Est-ce un changement de tempérament chez l'auteur ou c'est simplement un changement de contexte? Les auteurs ne ressemblent pas à leurs romans. Et c'est une autre identité qui transparaît dans le roman. Le Pleurer et rire n'est pas un roman violent. Il est violent par le contexte dans lequel il se parle. Mais le récit est un récit classique, tout à fait différent, par exemple, de ce qu'est le récit chez un Sony Laboutancy, où là, effectivement, il y a une violence perpétuelle, un télescopage des mots, des images, qui n'est pas mon lot. Alors, quelle perspective déjà pour l'auteur Henri Lopez? Après Une enfant de poto-poto On écrira un autre. Voilà. Et que représente l'écriture pour Henri Lopez? C'est la chose la plus essentielle. C'est là où je me retrouve. C'est là où je suis avec moi-même. L'écriture, c'est à la fois ma prière et et mon exercice hygiénique. J'ai écrit à ce sujet un texte qui s'appelle « Pourquoi j'écris », auquel je vous renvoie dans la fin de mes ancêtres, de ma grand-mère bantou et mes ancêtres les Gaulois. Il faut dire, Henri Lopez, que vous êtes aujourd'hui un modèle pour les jeunes écrivains et pour beaucoup d'autres écrivains confirmés. Et très souvent, les jeunes aiment aller vers des modèles. Pour le modèle que vous êtes, quel conseil à donner à ces jeunes qui désirent tant recevoir quelque chose de vous? Alors, je vais dire aux jeunes, n'essayez pas d'être comme ceux que vous auriez tendance à prendre pour modèle. Ne les prenez pas pour modèle. Inspirez-vous d'eux. Allez contre ce qu'ils faisaient, et c'est ainsi que vous serez vous-même. Tandis que si vous essayez de recopier le modèle, vous serez une pâle copie. Donc, soyez vous-même, utilisez votre voix, vous-même, vous avez une imagination. Ce qu'il faut prendre chez les écrivains, les chanteurs, etc., que vous aimez, c'est la façon dont ils ont travaillé. C'est là. Mais ensuite,
il y a 1000 manières de dire les choses. Et choisissez une manière qui n'a pas été dite. Ne vous laissez pas perdre dans l'autoroute. Hein? Sortez de l'autoroute, allez dans les sentiers, et c'est là que vous créerez. Henri Lopez, justifiant le titre Une enfant de Poto Poto, vous avez coutume à dire que ce roman avait un titre préalablement et que vous avez changé par la suite. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui précède chez l'autre, chez Henri Lopez. Est-ce le récit? Est-ce le titre? Ou autre chose? Généralement, il y a pour certains écrivains, c'est le titre, et voilà, ils sont partis, ou le récit, et après on se demande à trouver un titre. Alors chez Henri Lopez, qu'est-ce qu'il... Vous savez, notre collègue, notre compatriote disparu, Tchekaya Outamsi, le grand poète, disait à un journaliste qui lui faisait remarquer qu'il trouvait sa poésie difficile, et il lui répondait « Mais vous savez, les clés sont sur la porte. » Et les clés auxquelles il faisait allusion, c'était le titre. Alors chez moi, le titre, bien souvent, arrive à la fin du roman. Et je vais même vous faire un aveu, plusieurs de mes contrats d'auteur chez l'éditeur sont libellés avec des titres qui n'existent pas. Parce qu'à un moment, j'avais pensé appeler ainsi le roman, et ensuite, à la suite de diverses discussions, eh bien, j'ai été emmené à changer le titre. Je ne suis jamais sûr de mes titres, mais il y a le titre. Le titre, c'est une étiquette. C'est comme cet habit que je porte, cette cravate que je porte, elles ne sont pas moi. Elles me font reconnaître dans la foule, mais je suis caché derrière tout cela. Et le livre est caché derrière son titre. Des éditions clés, vous êtes passé chez Présence africaine, pour chuter au Seuil, aux éditions du Seuil, et aujourd'hui, on vous retrouve chez Gallimard. Est-ce quelque chose? Vous avez oublié le Seuil. Le Seuil, merci. Non, c'est tout simplement une démarche qui indique qu'au départ, il y avait beaucoup de naïveté dans la publication. C'est que je croyais que, comme beaucoup de jeunes auteurs, qu'il suffit que votre travail soit imprimé pour qu'il puisse aller au lecteur. Et puis après, j'ai appris que non. L'imprimerie, c'est une chose. Mais le livre est malheureusement ou heureusement est un produit. Est un produit qui, pour être promu, distribué, demande une technique commerciale. Et je suis passé ainsi en escalier vers les auteurs qui savaient le mieux défendre mon livre, parce que ce n'est pas à moi de le distribuer, ce n'est pas à moi de le défendre, c'est à mon éditeur. Et donc, j'ai été toujours vers ceux qui le faisaient d'une manière le plus professionnelle possible. Je reviens souvent au Congo, soit directement, soit en mettant à profit une invitation dans le voisinage. Des courts séjours par la force des choses. Ces cures d'Afrique me sont nécessaires, elles m'alimentent, je vis à l'étranger, mais la substance de mes romans est une pâte extraite de la terre africaine. Quand Franceschini réussit à se forger un alibi de bien ficelé, il me rejoint au Gabon, à Luanda, à Douala. Une fois, nous avons pris des risques en passant le week-end dans un bungalow sur la route du Nord entre Kitele et Massi, la propriété d'un ami situé dans un vallon au bord de ces cours d'eau transparents qui finissent en cascade dans le fleuve.
Ces escapades ne durent que quelques jours, je devrais dire quelques nuits, notre unité de mesure. Alors, ce passage, Henri Lopez, me fait penser à quelque chose que vous avez mentionné au cours d'une émission que nous avons enregistrée à Brazza, où vous parlez des odeurs. Et pour vous citer, vous mentionnez que chaque fois que vous revenez en Afrique, les odeurs étaient la première chose qui vous accueillait et que c'est par les odeurs que vous vous retrouvez réellement. Mais je crois que c'est l'expérience que nous faisons tous. Chaque pays a une odeur qui flotte dans l'air. Et sous l'équateur, dans les tropiques, ces odeurs émanent beaucoup plus dans l'atmosphère. Et effectivement, moi, dès que je descends d'avion, ce sont des odeurs qui tout de suite me rappellent mon enfance. Ce qu'était le poto-poto de mon enfance, ce qu'était le maloukou de mon enfance, puisque j'y ai vécu une grande partie. Et c'est plus fort que les images de cinéma ou de télévision. Je rappelle à nos amis culturels que l'invité de Cultura aujourd'hui, c'est Henri Lopez, Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 1983. Aujourd'hui, je le recevais pour parler de Une enfant de Poto-Poto, 8e roman de l'auteur congolais. Et il faut dire que c'est un ouvrage à travers lequel l'auteur célèbre le métissage culturel et toute l'Afrique sont mentionnés. Ce serait une simple redite, Henri Lopez, la présence et la forte présence de la femme dans vos romans. Et également, pour rappel, il faut dire qu'Henri Lopez est auteur de Tribalique, un recueil de nouvelles, la nouvelle romance, Sans Tam Tam, Le pleurer rire, Le chercheur d'Afrique, Sur l'autre rive, Le lys et le flamboyant, Dossier classé, Ma grand-mère bantou et Mes ancêtres les Gaulois. Aujourd'hui, Une enfant de Poto-Poto. En tout cas, c'est un plaisir et un bonheur, n'est-ce pas, Henri Lopez, de vous avoir sur le plateau de Cultura. Et merci pour cet accueil dans ce beau cabinet. Il faut dire que nous sommes à Paris, dans le cabinet de Henri Lopez, puisque à côté de ce que Henri Lopez est un auteur, il faut dire que c'est l'ambassadeur du Congo en France. Et c'est à l'ambassade du Congo que vient de se réaliser cette émission. En tout cas, Henri Lopez, merci pour l'accueil et merci de répondre aux préoccupations de Cultura. Merci. Merci.